Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Messieurs, pour la seule journée de mardi 7 avril 2020, 3 autorités, ministres et magistrats municipaux ont pris des décisions allant dans le sens du port obligatoire du masque. Pour le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Galé-Bibé, tous les usagers de transport public devront arborer obligatoirement le cache-nez avant l'accès à bord de tout mode de transport en commun. À côté de cette mesure, les maires du 2e et 5e arrondissement de Douala interdisent l'accès dans les marchés et commerces de leurs arrondissements respectifs aux commerçants et aux usagers qui n'arboreraient pas les masques. Des mesures qui, on l'espère, permettront de faire reculer l'épidémie au Cameroun. Le docteur Manaouda Malachi annonce ce jour 27 cas positifs, ce qui porte à 675 cas du nombre de personnes testées positives, contre 43 cas de guérison. Ça va? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, entre études comparatives des stratégies de riposte. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Mephisto Ndi. Bonsoir Mephisto. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mon compagnoniste, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je profite d'ailleurs de cette prise de parole pour remercier le travail hautement professionnel que vous abattez dans votre média, même si certains individus caractérisés par une intolérance autoritaire veulent absolument dépeindre sur ce travail que vous faites. J'ai tenu ce jour, on ne le dit peut-être pas souvent assez, j'ai tenu à vous féliciter et à vous rendre un vibrant hommage pour ça. Surtout à vous, Serge Alain. Non, ils sont là nombreux derrière. Ils sont là, Séverin Tchouban, Abega, il est là également. Oui, bien Dipanda, Dipanda, Raphaël Dipanda, Marlis Mikoumou, le Njoki Yankwa, ils sont tous là. Il y a une grosse équipe derrière moi. Bien sûr qu'il y a une grosse équipe. Vous savez, malheureusement, nous qui vous suivons dans les médias, on voit très souvent le présentateur. Parfois, on a tendance à oublier, à tort, à oublier ceux qui abattent aussi un travail exceptionnel derrière. Donc, je tenais absolument à vous féliciter pour ça et à dire, allez de l'avant. Voilà, merci. En face de vous, il est là, Willy Kenyé. Bonsoir. Bonsoir, c'est Chalin. Je rappelle que vous êtes enseignant, Mephisto. Oui, je suis... d'abord ceci, voilà. Oui, je suis enseignant. Voilà. Merci. Merci. À vous, Willy Kenyé. Prenez également ça. Voilà, bonsoir Willy Kenyé. Bonsoir c'est Chalin. Je voudrais déjà vous dire merci et vous remercier encore pour l'opportunité que vous offrez aujourd'hui aux conducteurs de mototaxi. Vous savez, il est souvent difficile d'honorer ce secteur d'activité. Beaucoup croient que nous n'avions pas aujourd'hui notre mot à dire et surtout que la plupart des personnes qui sont exposées aujourd'hui contre cette pandémie sont des transporteurs et conducteurs de moto. Je voudrais vous en féliciter parce qu'aujourd'hui, vous avez eu un nouveau-né. Je voudrais vous dire peut-être merci et permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage à tous les milliers de médecins qui en ce moment donnent leur vie, donnent tout leur savoir pour que les Camerounais et que le monde entier puisse en bénéficier. Il est souvent difficile, certains ont peut-être à un certain moment dit, c'est souvent fier, on est fier d'être médecin, mais au jour d'aujourd'hui, c'est tellement difficile pour ces médecins-là qui sont au four et au moulin pour sauver des vies. Voilà, je rappelle que vous êtes également président national des syndicats des conducteurs de moto-taxi du Cameroun, SICO Promotac. Oui, je suis président national des syndicats des moto-taxi du Cameroun, SICO Promotac, et leader des moto-taxi de Douala 5e, parce qu'à un certain moment, il faut rappeler que en ce qui concerne la vie de Douala, on a tablé les motos en termes de leadership. Voilà. Ça veut dire que les moto-taxis se sont rassemblés, ils ont choisi leur leader par arrondissement au niveau de la ville de Douala.
Voilà, nous allons donc prendre tout de suite la direction de Sao Paulo. Nous sommes là en Amérique du Sud, où nous attend le docteur Ngangoum Siewe Jean Reis. Il est... Bonsoir, bon dia, bon vidéo, docteur Ngangoum. C'est un très grand plaisir d'être avec vous, Monsieur Otto. Et ouais, c'est vraiment satisfaisant d'être dans cette émission avec tant de confrères et aussi d'amis, et de pouvoir partager mon expérience sur le coronavirus et pour qu'on essaye de trouver des solutions et essayer de diminuer un peu les dégâts. Voilà. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous. Docteur Ngangoum, il est 14h10 à Sao Paulo au Brésil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes orthopédiste, spécialiste en chirurgie de la hanche à l'hôpital de Sao Paulo. C'est bien cela? Exactement. Je suis orthopédiste et spécialisé en arthroplastie de l'articulation de la hanche spécifiquement. Et en ce moment où on est commis par ce fléau, en fait, nous sommes tous appelés à retrousser les manches et à faire face au fléau. Docteur Ngangoum, Docteur Ngangoum, que nous faisons en fait. Docteur Ngangoum, on a vu des images qui nous viennent du Brésil, Sao Paulo, la plage Copacabana est déserte. C'est le Covid-19. Quelle est la situation aujourd'hui au Brésil? Ouais. En fait, notre premier cas a été détecté le 22 février. Et aujourd'hui, le 7 avril, ça fait presque un mois et demi, plus ou moins. On est passé d'un cas à 12 000 cas. Et en ce moment, on fait face à plus de 500 morts. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment une maladie qui se contagie d'une manière catastrophique. Et ici, on a eu en fait deux booms, un peu comme dans tous les autres pays en fait. On a eu des cas spécifiques qui venaient en fait de l'étranger, parce qu'en fait le Brésil c'est un pays super miscigené. Et il y a beaucoup de personnes de différentes origines, asiatiques, européennes, africaines et tout cela. Donc, ça fait en sorte que le virus puisse parcourir tous ces continents et tous ces pays jusqu'ici au Brésil. Donc, notre premier cas a été en fait un cas d'un patient de 61 ans qui venait d'Italie et qui a porté la maladie ici. Et petit à petit, on a commencé à avoir des cas autochtones et à partir d'une contamination plus communautaire, je veux dire. Ce qui est bien plus difficile de contrôler en fait. Parce que quand vous avez un cas isolé à l'étranger, vous réussissez à travers les frontières à contrôler cette épidémie, contrôler cette pandémie, je veux dire. Mais dès lors que le cas il commence à être autochtone, il commence à avoir des contaminations plus communautaires, c'est plus difficile de savoir où ça a commencé, où le patient a été contaminé, et c'est plus difficile en fait de trouver des moyens de stopper le virus. Donc en fait c'est plus ou moins ça la perspective en ce moment. Sao Paulo, qui est la capitale économique du Brésil, c'est l'endroit le plus touché en fait par la pandémie, bien évidemment parce qu'il y a un très grand flux de personnes qui viennent, soit par loisir, soit pour travail, soit même pour se soigner, parce que les plus grands centres médicaux sont ici. Donc on est plus frappé que tout le reste du Brésil, en fait. Et il y a certaines mesures qui sont en train d'être prises petit à petit pour essayer de diminuer la contamination. Oui. On a commencé une période déjà de confinement, ça fait près de 3 semaines. Le gouvernement a institué que des travaux qui ne sont pas jugés comme nécessaires, comme fondamentaux. Je veux dire, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, en fait, tout le staff
de l'hôpital, ça va des braves hommes qui travaillent dans le secteur du nettoyage jusqu'aux femmes dans la cuisine. Tous doivent continuer à travailler. Les personnes qui travaillent dans le génie civil aussi doivent continuer à travailler parce qu'ils ont été jugés comme être des postes, en fait, des travaux nécessaires pour le développement de la population. Les stations d'essence continuent à fonctionner, les pharmacies aussi continuent à fonctionner, mais en dehors de tout cela, nous sommes confinés, en fait. Il n'y a personne qui sort. Et ça, c'est déjà une des mesures qui a été prise. Bon, évidemment, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation pour éduquer la population à ne pas sortir, à pouvoir éduquer la population à savoir adopter des mesures d'hygiène, d'isolement, de distanciement social aussi, pour diminuer la propagation du virus. Dans l'hôpital, par exemple, où je travaille, on a fait une séparation, en fait. Parce que vous voyez, des patients qui sont commis par le diabète ou qui sont hypertendus ou qui ont d'autres maladies, qui ont des fractures du fémur ou du poignet, ne vont pas cesser d'aller dans les hôpitaux. Et ce que vous ne voulez pas, c'est admettre des patients qui viennent avec X maladies et qui ressortent avec le Covid. Parce que c'est un endroit où il y a le Covid, ce sont dans les hôpitaux, principalement dans les hôpitaux publics. Donc on a essayé de segmenter un peu le flux pour que les patients qui souffrent. Oui, on revient à vous dans un instant, Dr Ngangoum. Willy Kenyé, le Premier ministre a édicté 13 mesures. Si vous êtes là, c'est pour répondre à celle-ci. La mesure 9, les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y veilleront particulièrement. Pourquoi vous continuez de surcharger, vous les conducteurs de moto? Serge, il faut relever déjà que ça fait déjà une semaine. Nous, les responsables des conducteurs de mototaxi, vous l'avez constaté que nous étions sur le terrain, même avec le sous-préfet de Douala 5e, il y a une semaine quand même, pour sensibiliser nos camarades sur cette fléau de surcharge. Parce qu'il est important en ce moment que chaque personne, qui que tu sois, si tu es conducteur ou chauffeur de bus, vous devez vous plier aux 13 prescriptions du Premier ministre. Parce qu'il est anormal aujourd'hui qu'un individu ou un conducteur de moto-taxi surpasse la loi. Nous sommes dans une république et la pandémie aujourd'hui n'a pas de pitié. Je pense tout simplement que le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'il faut relever une chose. Nous sommes dans un pays où beaucoup de personnes sont indisciplinées. Nous avions un secteur de moto-taxi où nous luttons chaque jour pour que ce secteur soit construit, pour que ce secteur soit organisé. Et il faut relever que nous ne pouvons pas à notre niveau arriver si nous ne sommes pas accompagnés avec l'appui des autorités. Donc je pense que les autorités devaient au moins prendre les responsabilités qui s'imposent pour que chaque personne se plie à ces 13 prescriptions. Vous voyez aujourd'hui les mesures qui ont été prises aujourd'hui par le ministre des Transports. Je crois que c'est des mesures salutaires qui viennent à point nommé. Et je pense que chaque moto... À partir de demain, tous les conducteurs de moto avec un masque? Il est important, même avant que le ministre ne prenne cette décision, je crois qu'il est important à chaque personne d'avoir un cache-nez. Pas parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, mais parce qu'on veut préserver sa vie. C'est important. Je crois d'ailleurs que nous sommes fiers aujourd'hui. Un usager qui n'a pas de cache-nez, vous ne le portez pas? Il faut le relever. C'est dommage que je le dise sur votre plateau. Oui. Chaque personne doit avoir son cache-nez. Et je dis à tous les conducteurs de moto-taxi, à nos membres qui nous regardent en ce moment, chaque personne ce soir doit avoir son cache-nez et doit porter celui qui a un cache-nez. Il est important. Et j'ai vu certains moto-taxis qui ont déjà des bouteilles d'eau sur leur moto-taxi. Ça veut dire que c'est ceux qui ont déjà compris. Et je bouteilles d'eau pour faire quoi? Pour laver leurs mains, parce qu'il est important que chaque 2 heures... Et laver les mains des passagers aussi? C'est ça qui est difficile, mais on doit quand même faire l'essentiel. Je crois que même si on ne peut pas laver pour les passagers, il est important que chaque personne doit préserver sa vie. Avoir son cache-nez, avoir son désinfectant. Nous ne devions pas tout attendre de l'autorité. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte, c'est que les Camerounais n'ont pas encore compris l'important, ou bien ce qui se signale comme danger. Alors, moi, j'ai l'impression que la plupart des Camerounais disent que c'est la maladie des Blancs. Ça tue plus les Blancs.
Alors, c'est un danger pour la République. Il est important que chaque personne aujourd'hui doit savoir qu'il y a un danger de mort. Corona n'a pas pitié. Corona est là pour terroriser le monde entier et surtout les Camerounais. Mephisto dit sur cette mesure, vous avez également constaté que les conducteurs de moto-taxi semblent... On voit les taximens, ils respectent une personne devant, deux derrière, mais le problème reste les conducteurs de moto-taxi. Effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, le problème reste au niveau des conducteurs de moto. Je pense qu'il faut, en dehors de la sensibilisation, la communication qui est très importante, je pense qu'il faut quand même que les autorités policières fassent un travail important et le leader ici, oui, à leur niveau également, ils doivent déjà montrer le danger à leurs camarades. Parce qu'on ne peut pas tout laisser toute la charge à l'État, et comme si l'État est le Deus ex machina qui peut tout faire et les autres ne font qu'encaisser. Non, je pense qu'il y a des mesures importantes au niveau de la communication, au niveau de la sensibilisation, et les leaders des syndicats doivent également faire des réunions pour que le message soit davantage véhiculé. Parce que, reconnaissons-le, les motos-taximans, les conducteurs de taxi, disent que c'est dur, ils n'arrivent plus à travailler. Il faut savoir que dans un contexte... Ils ont fait un petit calcul par rapport au litre du carburant. Oui, ils ont fait, on en reviendra certainement. Ils disent que c'est dur, ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais je pense que la santé n'a pas de prix. À un moment donné, il faut être capable de travailler et de rentrer avec un peu moins de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il faut relever ici pour dire qu'en ce moment, les responsables des syndicats ont gagné quelque chose pour leurs membres. Il est important que chaque personne doit se plier par rapport à la surcharge. Je veux vous dire qu'actuellement, au niveau de la ville de Douala, monsieur le préfet du Vouri a pris les engagements avec les maires de la ville pour que l'impôt soit revu à la baisse pendant la période de la pandémie. Pour que tous les mototaxis qui ont été pris pendant la période... Voilà, on va revenir sur ces éléments que vous apportez. On va vous donner la parole tout à l'heure sur ces éléments d'accompagnement. Donc je disais qu'il faut une concertation au niveau de ces transporteurs-là. Il faut qu'ils discutent, il faut qu'ils sensibilisent davantage. Il faut qu'ils soient capables de surpasser le problème des recettes pour se dire non, il est question de préserver des vies. Parce que on ne le dit peut-être pas assez, ou alors ceux qui le disent, on pense qu'ils sont des ennemis de la République. Non. Je pense que s'il y a une chose que nous devons retenir depuis que le corona est arrivé au Cameroun, c'est que tout ce que le gouvernement a entrepris a, je peux dire, échoué. Okay. Parce que la première étape visait à empêcher... D'accord, on va revenir dans les détails tout à l'heure. Nous allons prendre la direction de Southport, c'est une banlieue de Liverpool où nous attend le docteur Doumbé, Narcisse et Kazer. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur le président. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Camerounais et bonsoir au monde entier. Je veux tout simplement dire que nous sommes mettre nos efforts ensemble contre cette épidémie. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ouais. Lutter contre cet ennemi qui est invisible et qui est vraiment présent. Pour une première fois, nous n'allons pas lutter l'un contre l'autre. Nous sommes tous ensemble contre un seul ennemi. Donc, chacun de nous doit se sentir concerné. Voilà, docteur Doumbé, vous êtes médecin urgentiste à Southport General Hospital, il a dit, une banlieue de Liverpool. On a appris hier l'entrée en soins intensifs du Premier ministre Boris Johnson. Quelles sont les dernières nouvelles? Et dites-nous la situation de manière globale du Covid-19 au Royaume-Uni. Oui, effectivement, Boris Johnson est entré aux soins intensifs hier. Selon ce que nous connaissons, il a été mis sous oxygène, mais il respire normalement sans oxygène maintenant. Et d'après les nouvelles, il paraît qu'il va s'en sortir, il se porte bien. Mais généralement, ce que nous connaissons, c'est que lorsque quelqu'un a les symptômes pendant 10 jours et qu'après les symptômes ne baissent pas d'intensité, il va plutôt
aux soins intensifs, c'est pas bon signe du tout. Mais nous continuons à prier qu'il sorte. Aujourd'hui, nous avons eu, en Grande-Bretagne, nous avons eu un total nombre de morts de 786, ce qui a élevé le nombre total de morts à 6159 et le nombre total de cas à 55 242, je pense. Voilà. Oui, docteur Ndoumé, quelles sont donc les mesures que les autorités britanniques ont prises pour faire reculer cette épidémie chez vous? Oui, les mesures sont les mêmes partout. Nous savons que c'est une épidémie et le virus est très contagieux. Le seul moyen de le combattre, c'est si vous regardez la courbe de l'épidémie, c'est une courbe comme une montagne. Le seul moyen, c'est d'essayer de faire tout pour que la courbe soit plate. Donc, essayer de ralentir l'infection. Tout ce que nous faisons, c'est demander aux gens aux personnes âgées de rester chez eux, seulement les personnes qui ont on appelle le essential, les personnes de travaux plus essentiels comme les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les employés de banque, peut-être les journalistes, et quelque part, les gens qui vendent la nourriture. C'est là où le cas du Cameroun sera un peu difficile, parce que ici, là, c'est bien organisé, parce que nous avons, les supermarchés sont organisés, mais au Cameroun, avec nos marchés, je ne sais vraiment pas comment nous allons faire. Voilà. On a parlé d'un système de régulation des flux des consommateurs, ça c'est le point 7. Un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. C'est visible, Fistondi? Oui, est-ce que c'est visible? Comme je suis confiné, j'avoue que je n'ai pas beaucoup visité ces coins-là. Oui. Ce que je voudrais, j'étais en train de le souligner. Oui, vous parliez des 3 éléments qui vous permettent de dire que c'est un échec. Tout à fait. Je dis, le dire ne signifie pas qu'on est l'ennemi du gouvernement ou qu'on est un opposant vicieux. Pourquoi vous avez besoin de préciser ça? Non, je dois le préciser. Vous savez que de plus en plus les gens deviennent réfractaires à tout ce qui va dans le sens de la contradiction constructive. Oui. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose qui ne s'aligne pas, les gens pensent que vous êtes un opposant belliqueux qui forcément lutte contre tout ce qui est dit. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est pour ça que je suis obligé de faire cette précision. Oui. Donc, je disais que quand vous regardez le ministre, dans sa communication d'hier, a indiqué que nous sommes à la 3e étape. La première étape qui consistait à empêcher l'entrée du coronavirus au Cameroun. Nous sommes tous d'accord que cette stratégie a été poreuse, elle a échoué. Et la deuxième étape, c'était d'empêcher justement que ceux qui viennent de l'Occident, qu'ils ne contaminent les populations locales. Nous sommes également forcés de constater que ça n'a pas été un succès. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase, c'est-à-dire la phase de contamination communautaire. Et c'est à partir de là qu'interviennent les différentes mesures. Nous prions, évidemment, même si la prière peut paraître insipide lorsqu'il faut attendre qu'il y ait des actions concrètes. Donc, je dis que dans la stratégie du gouvernement, lorsqu'on dit aux gens, même si on ne dit pas clairement qu'il faut se confiner totalement, lorsqu'on dit par exemple qu'il faut fermer les débits de boissons à partir de 18h, on oublie un peu que les bars font des recettes à partir de 18h justement en montant. Et maintenant, dès que vous dites à un commerçant de fermer à 18h, le lendemain matin, les impôts sont devant sa porte. Vous voyez que c'est un peu en contradiction avec ce que le gouvernement a envie de faire, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait davantage une contamination communautaire. C'est comme si on dit aux gens, n'allez pas dehors, et on vient avec le fouet, on les chasse de chez eux. C'est pour ça que je dis que c'est des éléments qui montrent quand même des failles dans la stratégie de riposte. Et je dis que ce que le gouvernement doit faire, c'est de prendre des mesures, par exemple, d'exonération des impôts. C'est de prendre
des mesures d'accompagnement des populations dans la stratégie de confinement. Je vais prendre le cas, par exemple, des enseignants. Ceux qui sont dans le privé, qui sont réduits comment je peux appeler ça, qui sont comme des tâcherons, qui sont comme des tâcherons. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est payé à l'heure et qui ne vient pas travailler, celui-là va crever de faim à la maison. Mais est-ce que le gouvernement a pensé à ces populations? Le gouvernement, parce que c'est tout ça. Le délégué des enseignements secondaires pour le littoral a sorti une note dans ce sens-là. Vous demandez aux promoteurs d'établissements de régler la facture. De régler la facture. Les promoteurs d'établissements ont toute la volonté. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'eux, ils avaient budgétisé dans leur planning? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils avaient quelque chose? Toutes les tranches n'ont pas encore été payées? Bon, c'est difficile pour moi de le dire. C'est difficile pour moi de le dire, mais je dis que... Je crois que la dernière tranche, c'était un début deuxième trimestre. Non, les parents étaient en train d'attendre les salaires pour payer. Okay. Et justement, on a demandé d'arrêter tout avant que cela ne soit payé. Okay. Et je ne vois pas un parent qui peut payer alors que les enfants sont à la maison. Je dis que le corona aujourd'hui... Non, je crois qu'on demandait de payer au début du deuxième trimestre. Oui, on demandait de payer. Je crois que le corona aujourd'hui est en train de montrer au monde entier, à l'Afrique, aux dirigeants africains, l'échec cuisant des 30 ans d'ajustement structurel. On reviendra peut-être là-dessus. On va revenir. On prend la direction de Liège où nous attend le docteur Pegnem Mathurin. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, docteur Pegnem, vous êtes urgentiste, cardiologue. Vous travaillez pour Vivalia, le principal groupe hospitalier de la province du Luxembourg. Nous sommes en Belgique. Vous travaillez également au CHU de Liège, en Belgique. C'est bien cela? Tout à fait. Vous avez bien résumé la situation. Donc, je travaille essentiellement pour les deux grands groupes, le groupe liégeois et le groupe du sud de Luxembourg de Belgique, dans le groupe Vivalia. Voilà. La situation en Belgique aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler en termes de bilan, contrairement à vos voisins d'Europe. Quelle est la situation aujourd'hui en Belgique? La situation aujourd'hui en Belgique est maîtrisée. Donc, suite à la décision du gouvernement belge de confiner le peuple belge et tous ceux qui vivent en Belgique, on a vu une réduction progressive du nombre d'hospitalisations et une stagnation des chiffres de mortalité liés au coronavirus. Donc, on peut estimer aujourd'hui que la situation en Belgique est maîtrisée, mais maîtrisée sous confinement. Voilà, en tant qu'urgentiste, docteur Pegnem, vous êtes sûrement débordé, On a été relativement bien organisé, donc les structures... c'est passé cette période où il y avait beaucoup de boulot, là, c'est passé? La situation est maîtrisée, vous le disiez tantôt? Oui, tout à fait. On a eu un pic il y a à peu près 10 jours, donc maintenant on sent lentement que la situation s'améliore. Les prises en charge restent relativement lourdes en tant qu'urgentiste parce qu'il faut se protéger soi-même, protéger les patients. Donc toutes ces mesures rallongent du temps en fait dans les prises en charge, mais on peut estimer aujourd'hui que nous sommes mieux qu'il y a 10 jours. Ok, docteur Pegnem, il y a des personnes qui arrivent pour des tests et d'un autre côté, il y a des patients qui sont positifs. Comment vous gérez tout ça? Donc, ici en Belgique, la situation est un peu délicate. Suite à un nombre insuffisant de réactifs, nous ne pouvons malheureusement pas dépister tout le monde. Donc, l'organisme national qui est en charge des mesures de santé publique a édité toute une série de lois qui permettent alors de savoir quels patients on pourra dépister ou non. Mais ce n'est toujours pas facile de dépister les patients et en plus de leur dire, voilà, vous, suite au dépistage, vous avez tel souci, les patients ont l'impression qu'il y a un monde qui s'effondre en fait. C'est comme si on leur annonçait un arrêt de mort, tellement la réputation de ce coronavirus est néfaste. Voilà, docteur Pegnem, quel regard vous posez donc sur vos voisins européens qui enregistrent un fort taux de mortalité suite à cette épidémie? Comment vous regardez tout ça, tout ce qui se passe en France, en Espagne et en Italie? Comment vous regardez ça depuis la Belgique? Depuis la Belgique, en fait, on est relativement surpris par la faillite du système italien. Donc, le système italien a malheureusement bu l'eau, comme on dit au Cameroun. Et
on ne s'y attendait pas. Maintenant, l'Italie a eu la malchance d'être le premier pays européen à être touché par le coronavirus et dont le système de santé n'a pas eu le temps de se mettre en place. La France, quant à elle, souffre d'un manque de lits de réanimation. Il faut savoir qu'en France, par tranche de 1000 habitants, vous n'avez que 2,4 lits de réanimation. De manière comparative, la Belgique est à peu près à 5,8. Donc la Belgique a plus de 2 fois de lits de réanimation que la France. Et l'Allemagne fait encore mieux. Est-ce que ce n'est pas en termes de population aussi, hein? La France, c'est plus de 60 millions d'habitants. Très loin de la Belgique. Oui, d'accord, mais c'est rapporté par milliers d'habitants. Donc on tient compte de la différence du nombre de populations en fait. Donc si vous ramenez par 1000 habitants, que ce soit en France, en Belgique ou en Allemagne, l'Allemagne en fait dispose de beaucoup plus de lits de réanimation que la Belgique qui dispose de plus que la France. Et en fait, la faillite des systèmes de santé a été en fait la faillite de ces lits de réanimation, l'incapacité de plusieurs pays à avoir assez de respirateurs. Donc c'est ce qui justifie essentiellement les mortalités élevées en Italie, en Espagne, et la France qui a été très mal il y a à peu près une semaine, qui maintenant va mieux grâce à l'aide de l'Allemagne. Ok. Voilà, on revient à vous dans un instant. Willy Kenyen, vous parlez des mesures d'accompagnement de avant d'arriver l'autorité préfectorale. C'est ça, je voudrais dire tout simplement que chaque mototaxi, chaque transporteur en ce moment doit être conscient parce que nous, à notre niveau, on ne dort pas, on plaide parce qu'on sait qu'en ce moment, il est tellement difficile pour ces transporteurs, ces conducteurs de mototaxi qui passent des moments difficiles. Le mototaximan qui pouvait avoir facilement une petite recette et il faut relever aujourd'hui que 70% des mototaxis aujourd'hui sont des chauffeurs et rendent compte à leur patron, ce qui rend la vie encore difficile. Nous avions essayé de plaider à notre niveau pour que... vous dites 70%? Je dis 70% sont des chauffeurs, des gens qui ont des motos... Ils ne sont pas propriétaires, Ils ne sont pas des propriétaires. Oui. Alors nous avions essayé de plaider auprès du Premier ministre pour que le Premier ministre, le gouvernement puisse baisser au moins le cabinet. Je crois que c'est en étude, on nous a dit que c'est en étude en ce moment, mais nous avons obtenu, en ce qui concerne la ville de Douala, auprès de monsieur le préfet de Vouri, certaines facilités. Je crois que les conducteurs de moto en ce moment doivent bénéficier d'une marge en ce qui concerne l'impôt libératoire et stationnement. Il y a une réunion qui était prévue aujourd'hui dont le préfet a convoqué les maires pour qu'il y ait une étude dans ce sens-là. Et il faut relever que les mototaxis qui ont été arrêtés dans le cadre de cette pandémie et automatiquement se retrouvent les motos qui se retrouvent en fourrière ou dans les brigades. En fourrière, pourquoi? Pour surcharge? Alors, le fait de les remettre ces motos veut dire tout simplement que l'autorité a pris les mesures de résoudre un certain nombre de problèmes. Il revient aux conducteurs de moto en ce qui les concerne, que chaque personne sache que désormais, la loi doit s'appliquer sur tout le monde. Chaque moto-taxi doit se préserver vis-à-vis des 13 mesures qui ont été prescrites par le chef du gouvernement. Je crois que, en ce qui concerne la décision de M. le ministre des Transports aujourd'hui, demain, chaque moto-taxi, avant de sortir chez lui, doit prévoir sa part de cache-nez. Et nous nous en félicitons aujourd'hui que le maire de la ville a prévu autant de masques aussi pour les conducteurs de moto qui doit être partagé gratuitement, je crois, entre demain et peut-être jeudi. Donc nous disons qu'avant que le maire de la ville ne remette les masques, et il faut relever ici, en félicitant le maire de la ville, nous avons reçu comment on appelle les désinfectants qui ont été remis hier par le maire de la ville. Donc nous avons remis à chaque secteur les désinfectants et nous continuons à sensibiliser nos camarades. Le bâtiment aujourd'hui c'est un flot qui doit permettre à chaque moto-taxi d'être infecté. Donc il revient à chaque moto-taxi de se plier, de faire très attention. Et le plus important c'est même pas le surcharge, c'est il faut dire la propreté avant tout. Okay. La propreté, chaque moto-taxi doit savoir qu'aujourd'hui l'hygiène c'est un mal laissé, on ne doit pas s'en passer. On doit être propre lorsqu'on sort de chez lui. Et vous avez parlé des marchés aujourd'hui, il faut dire que l'État est tellement embarrassé. Je ne pleure pas pour nous, les grandes personnes, je pleure pour nous qui avions des enfants. Et aujourd'hui, je crois qu'on a pris les décisions pour dire qu'on renvoie les enfants à la maison. Il faut constater aujourd'hui que les enfants se retrouvent dans des conditions inquiétantes. Ils sont dans les marchés? Les enfants, même dans les marchés, sont dans les rues, sont partout au quartier, sont en train de jouer avec n'importe qui. À qui la faute? Alors moi, je voudrais que le gouvernement, en ce moment... À qui la faute? Non, on ne peut pas tout rejeter au gouvernement parce non, que... Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, la responsabilité incombe nous, les parents. Voilà. Nous, les parents. Donc, il est important que chaque parent doit prendre les mesures à son niveau pour que la maladie, pour que la famille soit préservée de ce qui est en train de se passer. Il faut que
Memphis Tondi, oui, il a dit qu'on va beaucoup, l'enseignant a dit qu'on va beaucoup prier, mais je crois qu'aujourd'hui, même la prière, nous devions se méfier, nous devions nous préserver, nous devions nous protéger contre cette pandémie. Je crois qu'il est urgent et j'appelle tous les autorités à nous accompagner pour notre mission, parce que notre mission, elle est tellement difficile. Nous avons des milliers de mototaxis. Il faut dire que nous, en tant que responsables, nous maîtrisons seulement 50% des mototaxis dans la ville de Douala. Et les autres sont des électrons libres. Direction Sao Paulo, nous attend une fois de plus le docteur Ngangoum Siewe. Docteur Ngangoum, il y a quelques semaines, on a vu le président du Brésil, Jair Bolsonaro, se balader dans les rues sans cache, sans masque et tout ça. Est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui? C'est assez compliqué en fait parce que c'est le chef de l'État et c'est contradisant parce que en fait le ministère de la Santé ici adopte une position assez différente de celle du président en fait. Les mesures de confinement ont déjà été prises, ça fait 3 semaines. Mais le président juge que, en fait, pour ne pas créer une crise économique, parce que après 3 semaines, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi déjà. Il manque déjà de la nourriture sur les tables dans les quartiers de périphérie et autres. Après 3 semaines, il faudrait déjà que le pays recommence à fonctionner, selon le président. Mais on sait que la pandémie, elle est réelle. Et le danger aussi est réel. Donc il n'y a pas moyen de retourner à s'exposer, il n'y a pas moyen de revenir sur le distanciement social. Le ministère de la Santé a une position et le président a une autre. Pour l'instant, on maintient le confinement malgré les décisions que le président a prises ces derniers jours-ci. Voilà. Et c'est ça. Voilà, quelle décision? Dites-nous davantage, Dr Ngangoum. Est-ce que le port du masque est obligatoire de ce côté, chez vous, au Brésil? Bon, le port du masque, il est important. Il est fondamental chez les professionnels de santé, en fait, les médecins, les infirmiers et les aides malades, en fait. Dans les hôpitaux où je travaille, nous, on a accès au masque au N95 qui protège plus contre les infections virales et autres. Les médecins et les infirmiers, tous les fonctionnaires qui travaillent dans les soins intensifs doivent avoir les équipements de protection individuelle, les lunettes, les habits adéquats, mais tout autre. Et évidemment, il faut respecter les mesures sanitaires. Il faut se laver les mains, il faut utiliser l'alcool en gel à 70%. Et en dehors de tout cela, dans les propres hôpitaux, il faut maintenir ce qu'on appelle un triage pour dévier tous les patients qui sont porteurs de symptômes respiratoires. Parce que, en fait, ce ne serait pas adéquat qu'un patient entre dans l'hôpital avec une fracture de fémur ou alors avec une crise hypertensive et ressorte avec le Covid-19. Donc, il y a une porte d'entrée spécifique pour des patients qui sont atteints de symptômes respiratoires, quel que soit le type, et une porte d'entrée pour les autres personnes, de telle manière que on essaye d'éviter le contact en fait entre les patients qui sont sains de Covid et les patients qui ont le Covid, qui ont des symptômes respiratoires divers. En dehors de cela, dans les villes, dans les grandes villes, en dehors du distanciement social, il y a des points de sensibilisation dans la télévision, à travers la télévision, pour éduquer la population d'une manière générale. Et le gouvernement a fait appel en fait à tous les professionnels, pas seulement les médecins qui travaillent dans le secteur d'urgence, les chirurgiens, les néphrologistes et tout le monde, dans le cas où on serait en train d'affronter une situation extrême, où il y aurait un boom dans tous les hôpitaux et ce sera nécessaire d'avoir des professionnels formés pour prendre soin de tous ces patients-là.
Ok, docteur Ngangoum, vous avez parlé de 3 semaines de confinement. Est-ce que vous avez comme l'impression que les chiffres, que la pandémie l'épidémie est en train de reculer au Brésil? En fait, là maintenant, nous sommes à la seconde phase, comme je vous l'avais expliqué au préalable. Durant la phase de contamination communautaire, où on commence à avoir des cas autochtones, c'est un peu plus difficile de contrôler, parce que vous ne savez pas qui a passé le virus à qui. Donc, la seule manière d'intervenir, c'est à travers des méthodes d'hygiène et de confinement. Avec le confinement, réellement, ça a un peu freiné. Il y a une diminution, autant pour moi, d'incidence de la maladie. Mais elle continue haute. Pourquoi? Parce que ici au Brésil, en fait, dans les villes cosmopolites comme à Sao Paulo, il y a des gens de différentes régions du monde et des gens qui sont issus d'autres villes, en fait. Je ne voudrais pas dire des villages, mais d'autres villes un peu plus éloignées de Sao Paulo qui viennent ici pour travailler, pour diverses choses. Ces gens-là, au début de la pandémie, en fait, ont dû retourner dans leurs villes respectives. Et ce retour dans les villes respectives a fait en sorte que des personnes qui vivaient dans les localités un peu plus éloignées soient commis par le virus. Donc, en ce moment, dans les grandes villes comme à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, l'incidence de la maladie est en train de baisser, mais par ailleurs, on voit que l'incidence commence à augmenter un peu. Donc là aussi, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Merci, Dr Ngangoum. On revient à vous dans un instant. Mephisto Dr Ngangoum dit que le gouvernement brésilien a fait appel à tout le monde. Effectivement, si le pays est en guerre. Oui, le pays est effectivement en guerre. Et j'appelle également le gouvernement camerounais à une action concertée. Je vais prendre le cas, par exemple, du ministère des enseignements secondaires. Le confinement des élèves aujourd'hui, c'est un saut vers l'inconnu. Oui. Or, on ne peut pas indéfiniment garder les enfants à la maison et on ne peut non plus déclarer une année blanche. Ce que je pense qu'il serait logique de faire, c'est que, avec les différentes fiches de progression des enseignements, oui, le ministère de l'enseignement secondaire peut par exemple décider d'organiser les examens officiels. Je vais prendre le cas. Et là, on ne peut pas les organiser en masse, comme ça a souvent été le cas. On peut prendre par exemple, je prends le cas des classes de 3e, on peut dire par exemple que les 3e séries allemandes vont composer telle semaine pour éviter qu'il y ait les agglomérations de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on fait des épreuves? Non, à ce moment-là... Espagnols, ils auront d'autres épreuves? Non, ce sera les mêmes épreuves? Non, ce ne sera pas les mêmes épreuves. C'est-à-dire que... Pourquoi on va donc évaluer sur deux... Non. Pour une même leçon, on peut avoir plusieurs épreuves. Il est possible d'avoir plusieurs épreuves. Donc je dis que il faut que le gouvernement, en ce moment-ci, puisque nous avons fait un saut vers l'infini, vers l'inconnu, oui, il faut que le gouvernement s'arrange à boucler l'année scolaire. Avec Est-ce que ça dépend du gouvernement? C'est le virus qui dicte. Bien sûr. C'est lui le patron du monde. Le virus est devenu le patron du monde. Voilà. Mais il faut tout s'est arrêté. Il a dit. Tout s'est arrêté, mais il faut donc justement. Il a dit arrêter. Tout est arrêté. Il faut justement anticiper. Il faut anticiper. Ce n'est pas. Nous ne devons pas accepter que le virus continue de nous dicter sa loi. En faisant quoi? Non, justement, en arrêtant tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'au niveau du ministère des enseignements secondaires et même du Minebas, le gouvernement peut décider d'organiser des examens pour qu'on évite le cas d'une année blanche. Parce qu'en même temps aussi, en gardant les enfants à la maison, il y a l'oubli. Je vous assure que ce n'est pas évident. Vous venez de dire quelque chose là, vous dites qu'il y aura 2 épreuves pour le même examen. Non, c'est-à-dire que si on dit le BEPC espagnol, on compose des épreuves pour ceux qui font espagnol BEPC. Et maintenant, ceux qui viendront faire allemand, on va également, la semaine qui suit, on prépare également des épreuves pour eux. Ils sont évalués et puis on corrige. Et on fait la même chose au probatoire, on fait la même chose au bac. Je vous dis qu'il y a un danger.
je vous mets au défi. Et peut-être le temps, je souhaite que le temps ne me donne pas raison. Vous allez voir que d'ici, quand on va dire, OK, les enfants peuvent repartir, admettons qu'on arrive à un pic et qu'on renvoie les enfants à l'école, je vous assure que ce sera comme si on recommençait tout à zéro. Parce qu'ils sont à la maison, je doute fort que 30% visitent leur cahier. Donc, je dis qu'il est temps que le gouvernement prenne une décision forte en ce qui concerne l'année scolaire et qu'on arrête. Vous êtes enseignant, vous avez rompu tout lien avec vos élèves? Oui, on a tout arrêté. Il n'y a pas une plateforme qui nous met en contact direct avec nos élèves. Qui doit le faire, le gouvernement? Normalement, c'est le gouvernement qui doit le faire. Et même si le gouvernement le fait, ça va être utile uniquement dans les grandes villes. Imaginez-vous des enfants qui fréquentent. Moi, j'ai fait une partie de mon enseignement secondaire dans mon village où je partais du village pour la ville. Est-ce que vous imaginez que si un enfant comme celui-là est décidé, est confiné dans son village, il ne viendra pas en ville et forcément il ne sera pas en contact. Donc je dis que c'est difficile. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures fortes pour que l'année scolaire s'arrête et qu'on évite l'année blanche. Parce que le risque de prolonger, de garder continuellement les enfants à la maison, c'est qu'ils vont tout oublier. Et quand on va reprendre, ce sera comme si on commençait une nouvelle année. Et je dis que ça fait partie des mesures que le gouvernement devrait normalement prendre pour lutter contre... Les parents ne jettent pas un coup d'œil dans les... Non, c'est difficile. Combien de parents... Vous avez des parents qui sont sous-lettrés. Vous avez un parent qui est sous-lettré et qui a un enfant qui est en classe de terminale, qu'est-ce qu'il peut bien lui dire? Et je puis vous dire qu'il y a même des enfants qui ne prennent pas des leçons. Donc, à cela, il faut bien qu'on trouve la possibilité d'arrêter l'hémorragie au niveau des enseignements. Enseignement de base, enseignement secondaire. Parce que je dis, le danger de ça, c'est l'oubli. Parce que nous sommes rendus à ce jour très peu d'élèves. Si on fait un sondage, je suis convaincu que c'est à peine 20% qui visitent leur cahier. Ok. Direction Liverpool, docteur Ndoumbe Narcisse, bonsoir une fois de plus. Quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités britanniques pour faire reculer la pandémie? Ce que vous savez, c'est laver les mains de ne pas toucher certaines surfaces, de ne pas faire ce qu'on appelle le social distancing, c'est-à-dire être au moins à 2 mètres n'importe quel interlocuteur que vous avez. Toutes ces mesures-là visent à aplatir la courbe de transmission. Parce qu'à un certain moment, vous voyez que certainement les soins de santé, les autorités seront submergés. Vous suivez votre collègue qui disait tout à l'heure, je sais pas tout à l'heure qu'il faut ouvrir les écoles. Ça serait un peu dangereux. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a 358 cas avec 9 morts. Ça, c'est le niveau où le Grande-Bretagne était il y a 3 semaines. C'était, je crois, 21 morts il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 morts. Si on rouvre les écoles de nouveau, je pense qu'on pourra tenir. Les gens ne comprennent pas encore que la situation que nous avons là maintenant est équivalente d'une guerre. Peut-être parce qu'on ne peut pas les balles passer partout. C'est des balles qui passent partout, n'importe qui. Il faudrait que les gens c'est une guerre mondiale. Voilà, docteur Ndoumbe, il y a beaucoup de morts chez vos voisins européens, l'Italie, la France, l'Espagne. Comment vous percevez tout ça? Il y a une certaine psychose en Grande-Bretagne par rapport à ces scores-là? Oui, il y a une psychose. Il y a des gens, lorsque quelqu'un a un petit mal de tête, une petite fièvre, on a peur. Parce qu'on voit des gens mourir tous les jours et contrairement à ce que les gens disaient avant, ça attrape tout le monde, qu'on soit nouveau-né, qu'on soit vieillard, qu'on soit bien portant, ça attrape tout le monde. En Italie, nous sommes déjà, j'ai les chiffres devant moi ici, en Italie, nous sommes déjà à 13 523 morts déjà. En Espagne, ils sont à 13 887 morts.
On n'a même plus de place à la morgue, on n'a même plus de place pour enterrer nos morts. Donc c'est la psychose générale, tout le monde a peur. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que nous ne maîtrisons même pas encore le virus lui-même complètement. Les traitements sont essayés de par-ci par-là, mais personne n'est encore sûr. C'est les observations, mais il n'y a aucune méthode scientifique qui prouve que tel médicament est bien ou alors marche. Donc, je pense que nous devons continuer à rester chez nous, prendre conscience, tout un chacun doit prendre conscience que l'heure est grave, ça peut attraper tout le monde. Et c'est à nous tous de nous mettre dans la pâte et savoir que nous avons un ennemi commun et tout le monde est responsable pour lutter contre ce virus. Si nous voulons laisser que c'est les autres ou alors le gouvernement, vraiment, ça sera terrible au Cameroun. Je vous parlais tantôt des marchés. Je ne sais pas comment est-ce que le Cameroun fera lorsqu'il faudra peut-être isoler tout le monde et que les gens aillent au marché. Chaque jour, je me casse la tête de savoir comment est-ce que sera la formule magique. Voilà, Dr Ndoubé, le locataire du 10 Downing Street, le ministre Boris, est quand même le premier haut dignitaire mondial à être victime du Covid. Je reviens à vous après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, au-delà des 43 personnes qui ont retrouvé la santé après avoir contracté cette maladie à coronavirus et des 27 nouveaux cas positifs enregistrés, des parlementaires s'interrogent dans le journal de 20h sur le plan de riposte mis en place par le gouvernement. D'aucuns questionnent ces chiffres officiels, d'autres souhaitent davantage en savoir sur la procédure de traitement et également de prise en charge médicale. En plus d'émettre des réserves, ils font des propositions pour amener le gouvernement à améliorer son action visant à lutter contre cette pandémie de coronavirus au Cameroun. Nous évoquerons la situation dans la région de l'Ouest, notamment dans le Honkam, là où plusieurs Européens étaient dans un village où ils ont transmis cette maladie à coronavirus à d'autres personnes. Du coup, c'est la psychose dans cette localité de Bankou, située dans le département du Honkam. Nous en parlerons ce soir. Et les Camerounais aussi s'interrogent, qu'est-ce que signifie la transmission communautaire? Quel est son impact en ce moment où le Cameroun passe au niveau stade 2, au niveau 2 de l'évolution de la pandémie? Nous en parlerons ce soir. Et une question qui reste en suspens, comment la fête de Pâques va-t-elle être célébrée dans ces circonstances? L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, répond aux questions d'Equinox Télévision. Vous le suivrez dans le journal de 20h. C'est Jalin. Voilà, Cédric Noufélé, vous parlez de transmission du Covid-19 à Bakou. Effectivement, là où il y a eu plusieurs cas positifs qui ont été signalés, notamment des étrangers venus d'Europe pour assister les populations dans un centre social. Et après des enquêtes, ils ont été détectés positifs et le village, ou du moins certaines parties de ce village, ont été pratiquement placées en quarantaine. Et là-bas, c'est la psychose de la part des populations. Autorités administratives se mobilisent pour tenter de les rassurer. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de 20h de Cédric Noufélé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal de Cédric Noufélé, le 20h le plus attendu au Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de Mephisto Ndi, nous sommes à Douala, et Willy Kenyé à Pegnem du côté de Liège en Belgique, le docteur Gangoum Siewe à Sao Paulo au Brésil, et le docteur Ndoubé Narcisse à Liverpool. Nous sommes au Royaume-Uni. Je commence par vous. Mephisto Ndi, 685 cas,
43 guéris, 9 décès. Commentaire d'abord sur les chiffres. Honnêtement, Ça ne fait commenter. Oui, honnêtement, ça fait peur. Il y a de quoi s'inquiéter. Et mon inquiétude est d'autant plus profonde parce que quand vous regardez l'attitude de nos dirigeants, c'est pas pour tirer à boulet rouge sur eux, mais il faut quand même souligner ce qui ne va pas. On a comme l'impression que ceux qui nous dirigent veulent fonctionner comme des États fédérés, alors qu'en réalité, nous sommes un État unitaire décentralisé. Je le dis pourquoi. Quand vous avez suivi l'actualité sur le coronavirus ici à Douala, où la 6e mesure du gouvernement parle de fermeture des débits de boissons à 18h. Oui. Et le gouverneur prend sur lui Le 2 avril. de tout arrêter. Mais on a comme l'impression que le gouverneur se croit dans un État fédéré. Heureusement Non, que il cela avait été... interdit la consommation sur place. Oui, la consommation sur Des place. boissons alcoolisées hygiéniques traditionnelles. C'est une décision qui bat déjà en brèche la mesure 6 édictée par le gouvernement, chose qui n'est pas normale. Autre chose, j'ai été hier... Il faut reconnaître que le gouverneur est revenu sur la décision. Il est revenu sur sa décision, mais il ne devrait Qu'est-ce que même ça peut pas... vouloir dire? Non, il s'est rétracté. Ça veut dire qu'on a forcément tiré sur lui. Oui. Et je dis, je vais poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas allé à l'encontre d'une Il est allé mesure à prise l'encontre. par le Premier Il ministre. est allé à l'encontre de ce que le Premier ministre a édicté comme mesure. Et je dis bien que c'est la mesure numéro 6. Oui. Autre chose, autre exemple d'indiscipline ou alors d'un fonctionnement à la fédération alors que nous sommes un État unitaire décentralisé. J'ai été hier, par exemple, à la direction générale de l'ART. Mais j'ai été surpris de constater que tout le personnel... L'agence de régulation de télécom. L'agence de régulation de télécommunications, tout le personnel de l'ART est au travail. Mais alors, on se pose la question, où allons-nous avec ce type de fonctionnement? Est-ce qu'on a interdit le travail? Non, on n'a pas interdit le travail, mais il faut quand même respecter un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'on diminue le personnel. On peut, par exemple, fonctionner en rotation, où on prend certains viennent, par exemple, le matin et d'autres viennent le soir, etc. Ça, c'est vous qui le dites. Hein, c'est une proposition, mais voilà, le constat... ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Dans les 13 mesures du Premier ministre. Ce n'est écrit nulle part, certes, mais nous savons tous qu'on demande aux gens de rester chez eux. Quand on demande aux gens de rester chez eux, les qui doivent rester chez eux? Le personnel de l'ART ne fait pas partie. Non, les 13 mesures du Premier ministre... ministre... rester à la maison. Les 13 mesures du Premier ministre, à aucun moment on demande aux gens de rester chez eux. Non, on ne demande pas, mais quand on parle de confinement, c'est sur toutes les lèvres. On le dit. Non, ça c'est... C'est sur toutes les lèvres, on le dit. Je vous dis que quand on dit par exemple que les enseignants, les élèves doivent rester à la maison, c'est une mesure de confinement. Oui. On n'a pas nommément indiqué que c'est tel ou c'est tel ou c'est tel, mais nous sommes, j'ai été navré de constater qu'à l'ART, les gens vont au travail normalement et vont à leurs occupations comme si de rien n'était. C'est des choses quand même que, nous avons eu la chance ici d'avoir le président du syndicat des mototaximans, qui est en même temps un leader, qui nous a dit ici des mesures qu'ils ont prises à leur niveau. Pourquoi aussi, au niveau de la haute administration, on ne peut pas s'aligner derrière ça? On dirait qu'il y a des super Camerounais qui ont un bouclier contre le coronavirus et d'autres pas. Maintenant, pour revenir aux chiffres que vous avez dit tout à l'heure, j'ai dit que ça fait très peur. Nous sommes déjà au niveau de la contamination, à l'étape 3, c'est-à-dire la contamination communautaire. C'est l'étape 2. L'étape 2, la contamination communautaire. Cela nous amène objectivement à faire le bilan, je ne veux pas dire catastrophique pour ne pas alarmer les gens, mais un bilan quand même médiocre. Parce que, voyez-vous, le gouvernement a échoué dans le confinement du Cameroun tout entier en empêchant la diaspora de rentrer au Cameroun non confiné. Ça a été un échec. Maintenant, ils sont arrivés au Cameroun. Il était question de les confiner pour qu'il n'y ait pas une contamination communautaire. Mais le ministre Manaouda a lancé plusieurs fois des appels, des communiqués. Il a lancé les communiqués, mais nous sommes tous désolés de constater que ça n'a pas été entendu parce qu'aujourd'hui, la contamination est déjà communautaire. Okay. À quand le pic, on ne sait pas. Et je dis que ça doit véritablement inquiéter les gens.
Et nous nous acheminons justement vers là où on va prendre la décision drastique de contaminer toute la population, de contenir toute la population à la maison. Voilà, direction Liège, où nous attend le docteur Pegniembe Mathurin. Docteur Pegniembe, le Cameroun aujourd'hui, c'est 685 cas, 43 guérisons et 9 décès. Quel commentaire vous pouvez faire? Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autorités camerounaises et du peuple camerounais que vous avez laissé depuis, je ne sais plus combien d'années, docteur Pegniembe? Ça fait près de 30 ans que j'ai quitté 30 ans. le Cameroun natal. Ah, vous regardez seulement à la télévision? Pardon? Vous regardez le Cameroun à la télé, 30 ans déjà. C'est beaucoup. Oui, tout à fait. Et je viens régulièrement au Cameroun, donc pour des séjours humanitaires, pour des séjours familiaux, pour des congrès, donc à différentes raisons. Mais sinon, il y a 30 ans effectivement que j'ai quitté le Cameroun, mais je reste très connecté à mon pays natal. Voilà, donc, ces chiffres dont Dr Pegniembe, 685 cas aujourd'hui déclarés positifs, 43 guérisons et 9 décès. Votre commentaire? Mais par rapport au gouvernement, je dirais qu'il y a des autorités assez compétentes et des personnes très compétentes au Cameroun. Donc, je suppose qu'elles savent ce qu'elles doivent faire. Il n'existe pas de modèle idéal, sinon ça se saurait. Ce qu'il y a, c'est que chaque pays ne peut compter que sur la discipline de son peuple. L'équation est simple. Éviter tout contact, garder des règles d'hygiène et laisser passer le temps. Soit la distance sociale, l'hygiène des mains et le temps. Donc, tout Camerounais doit prendre sur lui de ne pas toucher son prochain, de ne pas approcher tout autre Camerounais, quel qu'il soit. Et tout Camerounais doit prendre sur lui de se laver les mains pendant 1 minute au savon, en remontant jusqu'au-delà des poignets, ce qui permettra d'éviter toute forme de contagion. On peut discuter du port du masque, qui est forcément quelque chose de très utile et qu'il faudrait aussi mettre en place au Cameroun. Donc, on a tendance à vouloir tout attendre du gouvernement, mais chacun de nous doit se sentir responsable. Vous savez, si vous prenez l'exemple brésilien, les Brésiliens n'ont pas attendu leur gouvernement pour se confiner. Donc, à nous aussi de prendre nos responsabilités. Ok. Docteur Pegniembe, vous venez de dire quelque chose là. Vous dites qu'on ne doit pas toucher son semblable. C'est bien cela? C'est bien ça. Donc, on doit garder une distance de minimum 1,50 m par rapport à ses semblables. Et il y a beaucoup de Camerounais l'appliquent. Oui. Comment ça se réduire la transmission? Comment ça se gère dans les couples? Comment on fait? Donc, dans les couples, le couple représente ce que l'on appelle une unité immunologique. Donc, c'est les seuls qui sont supposés, à l'intérieur de leur maison, ne pas respecter cette distance sociale. Sinon, une fois que le couple sort, et ou pour toutes les personnes qui ne sont pas en couple, la distance sociale doit être respectée vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des grands-parents. La seule exception pour l'équilibre psychologique de la population est effectivement cette tolérance au niveau du couple. Ok. Vous parlez tout à l'heure de confinement. Une étude en France a montré que les violences conjugales ont enregistré un taux élevé, 32%. Quel est le niveau là-bas? Comment on gère le confinement là-bas, en Belgique? C'est le même taux, 32%, les violences conjugales? Oui. C'est moins ou c'est plus élevé? On monte. Tout à fait. Même en Belgique, il y a une légère majoration des violences conjugales qui sont malheureusement sous-estimées parce que nous sommes en confinement et que ce qui se passe à l'intérieur d'une maison, personne ne le sait en réalité. Et c'est la raison pour laquelle il faut veiller à l'équilibre psychologique de ses voisins, prendre le temps de contacter ses voisins, discuter avec eux, ce qui permettra au long cours d'éviter et de lutter contre ces violences conjugales, familiales, dont malheureusement les femmes sont souvent les plus grandes victimes. Ok, docteur Pegniembe, une dernière question pour sortir. Est-ce que ça veut dire que les psychiatres auront beaucoup de boulot là, pendant ce confinement et même après? Ils ont du boulot? Très certainement. Très certainement. Pourquoi? Expliquez-nous. Oui, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi ils auront beaucoup de boulot? Vous aurez 2 grands types de problèmes. Un, les dépressions et autres problèmes liés au stress du confinement.
Mais vous aurez également un taux de natalité élevé, un baby boom, qu'il faut déjà commencer à prévoir dès aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que beaucoup de couples sont restés ensemble pendant de longues semaines. Cela va accroître le taux de natalité et le Cameroun, comme tous les pays du monde, doivent s'attendre à voir le taux de natalité dans 9 à 10 mois exploser. Et donc, c'est aujourd'hui que cela doit se préparer. Les bébés issus du confinement. Pardon? Ce sera comme ça, des bébés issus du confinement. Bébé confinement. Exactement. Donc, bébé confinement. Bébé Covid-19. Bébé Covid-19. Voilà, oui. Merci docteur. Merci docteur Pegnem d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes urgentiste cardiologue, vous travaillez pour Divalia et pour le CHU de Liège. Merci beaucoup, docteur Pegnem. À très bientôt. Voilà. Dites-nous, Willy Kenyé, sur ces mesures. Déjà, cette mesure du gouverneur, il a décidé de revenir sur son interdiction de voir des gens consommer les boissons alcooliques sur place. Il est revenu sur sa décision. Il faut relever, Serge et Alain, que cette décision qui a été prise par M. le gouverneur de la région littorale pour la population a été un peu dure, mais il faut dire tout simplement que ça n'a pas été seulement la première décision, parce que dans la ville de Douala, plusieurs décisions ont été prises. Il veut vous prendre le cas du maire de Douala 2e, le maire de Douala 5e, oui, qui ont décidé, en ce qui les concerne, de bloquer les marchés, tous les marchés dans la ville de Douala, en ce qui les concerne. Vous voyez, maintenant, en ce qui concerne monsieur le préfet, monsieur le gouverneur de la région du littoral, je crois que ces mesures-là ont privé la plupart des barman ou bien des snarba aujourd'hui qui ne peut que avoir un peu de sous lorsqu'il veut. Et vous savez déjà qu'à partir de 18h, tout doit être fermé. Donc aujourd'hui, payer la boisson et emporter, je crois que c'est d'autres mécanismes que la plupart des Camerounais au jour d'aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire le petit calcul, c'est-à-dire que si on doit prendre 3 ou 4 bières en étant assis, on ne peut pas prendre les 4 bières pour aller consommer à la maison? Si vous voulez utiliser le mot, comme un ministre l'a dit la dernière fois pour dire que c'est l'affaire des Blancs, où vous savez, les Camerounais n'ont pas encore vécu ce système. Nous avons cette habitude-là de consommer notre boisson sur place, ce qui est tellement difficile pour chaque Camerounais. Vous êtes d'accord, un Camerounais qui consomme souvent 3 bières donc sur place. Les consommateurs de bières, qui boivent les bières sur place ont mis la pression sur le gouverneur, c'est ça? Non, je ne veux pas dire que c'est les consommateurs. Le gouverneur, au-delà de la prise de décision, il faut reconnaître que c'est un monsieur qui est à l'écoute de sa population, oui, qui a compris qu'il fallait en revenir sur cette décision, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est tellement difficile pour cette population-là. Nous le savons tous. Il était de bon temps que monsieur le gouverneur de la région du littoral puisse revenir sur sa décision. Et je voulais dire tout simplement qu'il faudrait, au-delà de ça, que cette mesure-là, vraiment, à partir du 17 soit prise. Et je voulais appeler monsieur le gouverneur, au-delà de ça, de nous accompagner dans le secteur de transport, parce que le secteur de transport a besoin de ces décisions-là. Et je voulais souligner, il y a aussi un cas qu'on oublie aujourd'hui, ces femmes-là qui vendent au quotidien la nourriture, qui servent à manger à la plupart de la population de la ville de Douala. Quelles sont les mesures d'hygiène? Comment la population se préserve? Comment doit-on faire pour préserver la population sur le cas de Corona à travers ces mamans-là qui veulent vraiment avoir des petits sous à travers la nourriture en servant la population dans des coins dans la ville de Douala? Comment on le fait? Nous avions aussi dans d'autres étapes les femmes de nuit. Est-ce que les autorités de la ville ou bien les membres du gouvernement ont pris des mesures concernant les femmes de nuit? Comment doit-on faire pour éviter la propagation du coronavirus à travers Mais vous embrassez tous les secteurs là, parce que vous les portez, ces gens-là, la nuit, sont vos clients? C'est pour ça qu'il dit, ces femmes-là sont transportées parfois par des conducteurs de moto, par des transporteurs de voitures. Donc il est important que les autorités prennent des mesures. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Serge, je vous dis, il n'y a pas de réflexion pour le gouvernement. Nous devions tout proposer, sauf que nous, les mesures que nous apportons, nous voulons tout simplement que les autorités prennent en compte. Parce que chaque personne, en ce qui le concerne, doit apporter quelque chose d'important pour que le Cameroun soit épargné pour ces mesures. C'est important. Parce que si je peux apporter quelque chose qui permet au gouvernement de prendre des mesures pour que la propagande de cette virus soit quand même
soit acceptable dans notre pays, je crois que ça vaut la peine. Nous avons proposé au ministre des Transports, nous avons proposé au Premier ministre, je crois que nous avons encore proposé au préfet de Vouri, et nous allons poursuivre notre sensibilisation dans ce sens-là. Voilà, direction Sao Paulo. On nous attend une fois de plus, le docteur Ngangou Msiewe. Docteur Ngangou Msiewe, je lis également pour vous ces chiffres. 685 cas au Cameroun, positifs, 43 guéris, 9 décès. Quelle est votre appréciation de ce bilan? Vous êtes inquiet? Ça commence déjà à augmenter, donc des mesures doivent déjà être prises d'une manière déjà émergentielle. Je pense que en Afrique, aussi comme au Brésil, les gens tardent à comprendre la gravité de la maladie et ce qui fait en sorte qu'on se retrouve pris à dépourvu alors qu'on aurait pu éviter bien de choses. L'exemple la plus facile que je prends, c'est ceux de mes parents, par exemple. Ma mère, c'est une cheftaine des réunions. Ma mère, elle va à toutes les réunions, tous les jours et tout cela. Et elle a plus de 60 ans. Et vous voyez que dans des milieux de réunion, ce sont évidemment des maisons dans lesquelles il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui se réunissent, et cela durant des heures. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, principalement maintenant, à cette époque de Covid-19 que nous sommes en train de vivre. Donc, il faudrait que les gens soient plus conscients face au distanciement social et que chacun fasse leur part pour se protéger et pour protéger les autres. De l'autre côté, j'ai mon père qui, dans sa tête, il est Usain Bolt, il court tous les jours, il de longues distances. Même chose. Donc, il n'y a rien qui leur fasse comprendre que réellement le cas est grave. Même si tous les jours je parle, et c'est difficile vraiment de mettre cette idée dans la tête de tous les citoyens africains, camerounais. Même ici au Brésil, on a eu ce problème déjà. Et j'espère vraiment que la population va se conscientiser le plus rapidement possible pour qu'on n'ait pas à avoir de catastrophes comme il y a maintenant en Italie ou en France, par exemple. Et aussi faire attention aux supposés vaccins, aux supposés remèdes miraculeux qui peut tout soigner, qui peut soigner le coronavirus du jour au lendemain. En Afrique, comme dans la majorité des pays, c'est difficile de pouvoir équiper tout le monde simplement avec des masques, avec des habits plus adéquats, mais je pense qu'il faudrait qu'on sensibilise la population sur les méthodes d'hygiène, comment laver ses mains, c'est très très important. Ça peut paraître banal, mais c'est très très important. Faire attention aux régions entre les doigts, aux ongles, à la paume de la main, à la région dorsale de la main. Éviter des salutations un peu plus intimes. Et en dehors de cela, à ceux qui peuvent se procurer des masques, savoir utiliser un masque. Parce que pour nous qui sommes médecins et qui ont l'habitude d'en utiliser, c'est pas si facile, c'est pas si évident pour les personnes qui n'utilisent pas tout le temps. Il y a une manière spécifique d'arrêter un masque, il y a une manière spécifique de le porter et de l'enlever. Et ça a une validité aussi spécifique. Donc je pense que tout passe à travers la sensibilisation. Il faut toujours appuyer sur le bouton de répéter les mesures qui sont essentielles pour que le Cameroun ne soit pas atteint d'une manière catastrophique. Ok, Dr Ngangou, un dernier mot pour les autorités, parce que là vous adressez à la population. Elles doivent durcir les mesures, les autorités camerounaises. Pardon? Est-ce que les autorités doivent être un peu plus dures, doivent se montrer un peu plus dures? Ah, bien sûr. Le plus dur possible, en fait, parce que, en fait, comme on dit ici au Brésil, la crise économique et tout, on s'en remet, mais on ne se remet pas de la mort. Donc, je pense que toutes mesures nécessaires doivent être prises par le gouvernement pour pouvoir freiner le déroulement de la maladie. Et certainement, quand on sait que des patients qui évoluent
avec de... Allô? Allô? Oui, on vous écoute, Dr Ngangou. Certainement, quand on sait que des patients qui développent des cas graves de Covid, par exemple, auront besoin de soins intensifs, auront besoin de ventilateurs mécaniques qui, évidemment, il n'y a pas dans tous les centres de santé. Et pour éviter pour éviter de faire face à ce style de catastrophe, on a beaucoup de patients qui ont besoin d'infrastructures qu'il n'y a pas. Il faut vraiment prévenir. Et toutes les manières sont valables à mon point de vue. Voilà, merci Dr Ngangou Siewe, Jean-Régis. Je rappelle que vous êtes orthopédiste spécialiste en chirurgie de la hanche. Vous êtes à l'hôpital de Sao Paulo. Bonne soirée à vous, du côté de Sao Paulo, au pays des Carioca. Merci, Dr Ngangou. Merci beaucoup. Voilà, Mephisto, il y a cette actualité, on l'a appris dans le journal de Cédric Noufélé, des ministres du Rwanda qui disent on ne passe pas à la caisse ce mois-ci, en solidarité avec, par solidarité avec les patients, avec la pandémie. C'est un commentaire. C'est effectivement une très bonne initiative qu'il faut d'ailleurs applaudir. Je voudrais m'abstenir de dire que chez nous ici, ce type d'initiative n'est pas possible. Pourquoi je le dis? Il y a un certain nombre d'éléments qui démontrent irréfutablement que nos dirigeants sont des adeptes de Machiavel, c'est-à-dire des gens qui ont suffisamment consommé le discours parsemé de félonie de Nicolas Machiavel au point où ils ne peuvent pas sacrifier leurs avoirs pour la population, malheureusement. Et c'est justement parce que ces gens sont restés fortement ancrés dans le discours occidental qui a été justement de tromper l'Afrique. Quand je le dis, quand vous faites un peu une introspection, vous allez constater que l'Afrique, les 30 ans d'ajustement structurel dictés par les tentacules de l'Occident, notamment la Banque mondiale et le FMI, nous ont trompés. Ils ont imposé à l'Afrique un certain nombre de mesures, parmi lesquelles augmenter le niveau de vie de la population, financer des projets de développement et, je dirais, créer de nouveaux débouchés. Or, tout cela n'a pas aidé l'Afrique. Pourquoi ça n'a pas aidé l'Afrique? Vous ne pouvez pas vouloir augmenter le niveau de vie d'une population qui a déjà une espérance de vie très basse. Cela veut dire que l'Occident s'est justement joué de l'Afrique. Donc, il est temps que les dirigeants africains, il est temps que les dirigeants camerounais réorientent leur approche de développement. Et c'est là où justement le discours hautement structuré et scientifique du foyisme s'impose comme une référence en termes de politique de management de la population. Quand vous regardez l'Occident, vous allez constater que les Européens ont suffisamment œuvré pour le social. Or, chez nous ici, le social est quasiment inexistant et le coronavirus est une tribune qui nous permet justement de comprendre, que les dirigeants camerounais ont délaissé leur population. Il n'existe pas, quand on parle par exemple du SMIC, c'est à peine, il y a des ménagères qui touchent moins du SMIC, mais on dit quand même que le SMIC est à 36 000. On parle de la sécurité sociale. Il y a des gens qui travaillent dans des structures des dizaines d'années qui ne sont jamais affiliés à la CNPS. Le gouvernement camerounais fait la sourde oreille. On va vous dire oui, effectivement, il y a des textes, mais vous allez voir un employeur qui préfère aller payer de l'argent, corrompre la justice plutôt que d'aller payer cet argent-là pour que quelqu'un ait une sécurité sociale. Donc, je dis que il est temps que les dirigeants camerounais se révisent de la captivité de l'Occident. Il est temps que nous orientons notre politique de développement vers la recherche scientifique sur le plan sanitaire. Parce que si vous avez une population qui est malade, cette population-là ne peut pas être active, ne peut pas travailler.
Si vous avez une population, aujourd'hui, le Cameroun est réduit à attendre, l'Afrique même en général est réduite à attendre la solution qu'elle nous vient de l'Occident, alors que nous avons eu plus de 60 ans de formation, de la recherche scientifique, pour que nous ayons des personnels capables de travailler pour la création pour trouver la solution, par exemple, d'un vaccin contre le coronavirus. Nous avons eu, j'ai été surpris, dernièrement, je lisais les textes sur le ministère de la Recherche scientifique. J'ai été surpris de constater qu'on dise que le personnel du ministère de la Recherche scientifique est recruté sur la base d'une licence. Je me pose bien la question, quand on connaît nos parcours universitaires ici, et c'est un texte de 1980, quand on connaît nos parcours universitaires ici, on se pose bien la question, qu'est-ce qu'un licencié peut bien faire sur le plan de la recherche? Il n'est même pas déjà capable de concevoir un instrument de collecte de données. Ce n'est pas la recherche scientifique qu'il peut faire. Donc, je dis que tout le coronavirus est une tribune qui doit permettre aux dirigeants camerounais de changer leur fonctionnement, de comprendre que l'Occident nous a trompés parce que chez eux, ils ont hissé la sécurité sociale à un niveau acceptable. Quand ils sont venus ici, ils nous ont brandi le capitalisme, alors que chez eux, ils appliquent le socialisme. Ils ont brandi le capitalisme chez nous ici, et nos dirigeants qui ont suffisamment consommé le discours de Nicolas Machiavel dans Le Prince, et ils ont tourné totalement le dos à la population qui est fragile, qui est faible, pour justement être des esclavagistes des temps modernes. Okay. Je dis qu'il est temps que cela cesse, et le coronavirus, c'est quelque chose qui vient justement nous donner la possibilité de faire une introspection et de changer radicalement notre manière de faire. Voilà, vous parlez de recherche scientifique. Il y a le ministre de la Recherche scientifique, Madeleine Tchente, qui demande aux Camerounais qu'ils peuvent manger autre chose que les chauves-souris. Hein. Malheureusement, vous voyez que notre ministre est hors sujet. Non, pourquoi? Non, quand je dis que notre ministre est hors sujet, voilà. Vous ne pouvez pas, la contamination, jusqu'à preuve de... c'est actuellement qu'on dit que la contamination est communautaire. Les gens ont mangé des chauves-souris sans que cela ne fasse quoi que ce soit. Donc, quand je dis que notre ministre est hors sujet, ce que nous attendions de notre ministre, c'est qu'elle dise qu'il y a un comité scientifique de recherche qui est en train de travailler sur le traitement, qui est en train de travailler sur le vaccin. Pendant tout ce temps-ci, où était ce comité scientifique du ministère de la Recherche scientifique? Autre chose. Oui. Autre chose, quand je dis que... Rapidement. Oui, rapidement. Quand je dis que notre ministre est hors sujet, on connaît tous déjà la source. Elle vient de la Chine. On connaît tous déjà des mesures de transmission. Qu'est-ce que le ministère de la Recherche scientifique a fait en termes de stratégie de lutte contre le coronavirus? Qu'est-ce qu'ils ont proposé concrètement? Ils ont produit la chloroquine en comprimé. Ils ont attendu que l'alerte vienne de l'Occident, que c'est la chloroquine qui peut aider. Voilà, on va terminer avec le docteur Narcisse Ndoumbe de Liverpool, Southport. À côté de Liverpool, Narcisse Ndoumbe, docteur Ndoumbe, il y a ces chiffres du Cameroun, votre pays, 685 cas, 43 guérisons et 9 décès. Quel commentaire vous faites, vous? Oui, ce que je veux dire, que le Cameroun au niveau de il y a 3 semaines. Et lorsque je vois ces chiffres, comparant avec les autres pays en Afrique, peut-être les Africains, le Maroc, qui ont plus de cas que nous. Et donc je crois que le Cameroun est sur bonne voie. C'est ça que nous avons fait, c'est parce qu'il y a plus de tests. Et c'est pour ça qu'on a pu faire beaucoup de choses comparées, peut-être comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il y ait plus au Cameroun que donc, je pense que le gouvernement s'équipe et maintenant, nous, le gouvernement, devons faire ce que nous devons faire, suivre ce que le gouvernement demande de faire, essayer d'applatir la préoccupation, les services de santé ne soient submergés, comme nous le sommes de faire ici. Vous l'avez déjà dit, tout le monde peut être atteint le petit charge et atteint
Donc, on peut tout faire là. Ça fait part de cette responsabilité, à savoir que les commandeurs, quand ils ne sont pas disponibles de revenir au ministère, c'est tout pour le moment. Voilà, merci. Il y a quelques petits soucis de liaison avec le docteur Ndoubé Narcisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à Southport General Hospital, dans une banlieue de Liverpool. Merci au docteur Pegniam Mathurin, urgentiste et cardiologue à Liège, en Belgique. Merci également au docteur Gangoum Siewe Jean-Régis, orthopédiste, spécialiste de la chirurgie de hanche, hôpital Sao Paulo. Gangoum Siewe Jean-Régis, Toutan Bernard, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également. Oui, je voulais dire un mot sur les salaires. Oui, un mot sur les salaires. Je voudrais dire tout simplement qu'en ce qui concerne les salaires des ministres, le Cameroun ne paie rien en copiant le bon exemple. Et je voudrais interpeller aussi ces hommes politiques, c'est parce qu'il faut rappeler que la plupart des conseillers ont dépensé au moins 500 000, nous le savons tous, pour être élus. Donc il est temps qu'ils retournent là-bas vers leur population, parce que nous parlons aujourd'hui de décentralisation. Chaque conseiller doit être un instrument de sensibilisation et de preuve de manière concrète pour que sa population puisse bénéficier. Et je voudrais en finir pour dire tout simplement à mes camarades qui me regardent en ce moment, chaque personne demain sort avec son cache-nez et d'avoir autour de sa moto une bouteille d'eau et savoir à tout moment qu'il le désinfectant devient pour eux un mal nécessaire et que les prescriptions du ministère des Transports doivent être de rigueur. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer la sensibilisation et demande à nos hommes de bonne volonté de nous accompagner parce que nous tendons la main à tous ceux qui peuvent nous accompagner pour les masques, pour que nous puissions distribuer de manière gratuite à tous nos milliers de mototaximens. Merci Willy Kenyé, conducteur de mototaxi, président du syndicat Psycho Promo TAC. Voilà, j'y arrive. Merci également à vous, Mephisto Ndi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Mimboman dispensaire, montée entre église des Avoussa.